Une nouvelle de Damon Knight, Masque. Les 8 stylènes dansaient sur la bande mouvante de papier comme les pattes nerveuses d'un homard mécanique. Le technicien Roberts fronçait les sourcils en regardant les tracés, tandis que les deux autres observaient. « Voici l'impulsion de réveil », dit-il en pointant un doigt osseux. « Et ici, tenez, 17 secondes plus tard, il rêve encore. » « Réaction retardée, dit Babcock, le directeur de l'opération. Son visage lourd était empourpré et il transpirait. Il n'y a pas à s'inquiéter. D'accord, réaction retardée, mais voyez la différence des tracés. Il rêve encore, après l'impulsion de réveil. Mais les sommets se rapprochent. Ce n'est pas le même rêve. Il y a davantage d'angoisse, davantage d'impulsion motrice. Mais pourquoi faut-il qu'il dorme ? Demanda Chinesco, l'homme de Washington. Il était brun et avait le visage étroit. Vous éliminerez les toxines de la fatigue, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelque chose de psychologique ? Il a besoin de rêver, dit Babcock. Il est exact qu'il n'éprouve aucun besoin physiologique de sommeil, mais il faut rêver. Sinon, il se mettrait à avoir des hallucinations, il serait peut-être atteint de psychose. La psychose ? Répéta Chinesco. Eh bien, c'est précisément la question, n'est-ce pas ? Depuis combien de temps cela dure-t-il ? 6 mois, environ. En d'autres termes, et à peu près depuis qu'il a reçu son nouveau corps et qu'il a commencé à porter un masque ? Oui, à peu près. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Il a toute sa raison. Tous les tests... Oui, d'accord, je suis au courant des tests. Bon, il est donc réveillé maintenant. Le technicien consulta le tableau de contrôle. Il est debout. Sam et Irma sont avec lui. Il se pencha pour examiner de nouveau les tracés de l'électroencéphalogramme. Je me demande pourquoi cela m'inquiète. Après tout, s'il a besoin de rêves que le programme ne peut lui apporter, c'est normal qu'il se les procure. Son visage se durcit. Je ne sais pas. Il y a dans ces tracés quelque chose qui me déplaît. Chinescu haussa les sourcils. Vous programmez ses rêves ? Ce n'est pas un programme, s'impatienta Babcock. Une simple suggestion pour qu'il rêve du genre de choses que nous lui indiquons, l'environnement somatique, la sexualité, l'exercice, le sport. Et qui a eu cette idée ? La section psychologique ? Il allait très bien du point de vue neurologique, et pour le reste aussi, mais il manifestait des symptômes de repli. Les psychologues ont décidé qu'il avait besoin de cet apport somatique sous une forme quelconque, qu'il fallait le maintenir en contact. Il est évident qu'il fonctionne, tout marche. Mais n'oubliez pas qu'il a passé 43 ans dans un corps humain normal. Dans le silence de l'ascenseur, Chinescu dit « Washington ». Babcock, qui chancelait, fit « Je vous demande pardon, que disiez-vous ? » « Vous me paraissez un peu secoué. Vous dormez assez ? » ?»« Pas depuis quelque temps. Que disiez-vous avant ? » ?»« Je disais qu'on n'était pas satisfait de vos comptes rendus à Washington. »« Je le sais, bon Dieu. » La porte de l'ascenseur s'ouvrit sans bruit. Un petit hall, tapis vert, mur gris. Il y avait 3 portes, l'une de métal, 2 de verre épais. Un air froid, mais renfermé. Par ici. Chinescu s'arrêta devant la porte de verre, regarda à l'intérieur, un salon vide avec moquette grise. Je ne le vois pas. Il est de l'autre côté. On lui fait son check-up matinal. La porte s'ouvrit en opposant une faible résistance. Une batterie de plafonniers s'alluma à leur entrée. « Ne levez pas les yeux », prévint Babcock. « Ce sont des ultraviolets. » Un léger sifflement prit fin quand la porte fut refermée. « Et cette pression plus élevée dans la pièce, c'est pour empêcher les microbes de pénétrer ? Qui en a eu l'idée ? » Lui ? Babcock
ouvrit un placard mural chromé et en tira 2 masques chirurgicaux. « Tenez, mettez ceci. » Des voix assourdies leur parvenaient de l'endroit où la pièce se faisait un coude à l'angle droit. Chinescu examina d'un air dégoûté le masque blanc, puis le mit lentement en place. Ils s'entre-regardèrent. « Des microbes ?» dit Chinescu. « Est-ce que c'est rationnel ?»« Bien sûr. Je sais bien qu'il ne peut attraper ni rhume ni rien d'autre, mais réfléchissez une minute. Il n'y a plus maintenant que 2 choses qui puissent le tuer. L'une serait une défaillance des prothèses, et nous prenons des précautions pour que cela n'arrive pas. Nous avons ici 500 personnes qui l'inspectent régulièrement comme un avion de combat. Reste l'infection cérébro-spinale. N'entrez pas ici, avec des œillères. » La pièce était vaste, en partie salon, en partie bibliothèque, en partie atelier. Ici, un groupe de fauteuils style nordique. Là, un établi avec un tour de métal, un four électrique, une perceuse, des boîtes de pièces détachées, des outils en panoplie. Ici encore, une table à dessin. Là, une paroi mobile faite de rayonnages à livres que Chinescu toucha curieusement du doigt au passage. Des volumes reliés de comptes rendus techniques, des journaux scientifiques, des catalogues de référence. Pas de romans, sinon Fire and Storm de George Stewart et The Wizard of Oz, sous une reliure bleue usée. Derrière les rayonnages, dans une petite alcôve, il y avait une porte de verre à travers laquelle il voyait un autre salon meublé différemment. Des fauteuils rembourrés, un grand philodendron dans un vase de céramique. « Voici Sam », dit Babcock. Un homme était apparu dans une autre pièce. Il les aperçut, se retourna pour parler à quelqu'un qu'il ne pouvait voir, puis s'avança en souriant, trapu et chauve. Il avait le teint très bronzé. Derrière lui s'empressait une petite femme au physique agréable. Elle franchit la porte derrière son mari, la laissant ouverte. Ni l'un ni l'autre ne portait de masque. Sam et Irma ont l'appartement voisin, dit Babcock. Ça lui fait de la compagnie ? Il lui faut quelqu'un à porter. Sam est un de ses vieux copains de l'armée de l'air, et en plus il a un bras artificiel. L'homme trapu leur serra la main avec un large sourire. Sa poignée de main fut ferme et chaleureuse. Vous voulez deviner lequel ? Il portait une chemisette à fleurs. Ses 2 bras étaient bruns, musclés et poilus. Mais avec un peu plus d'attention, Chinescu remarqua que le droit avait une couleur légèrement différente, pas entièrement naturelle. Embarrassé, il dit « Le gauche, je pense ?»« Non. » Avec un sourire encore élargi, l'homme trapu retroussa sa manche droite pour relever les attaches. « Un des à côté de notre projet, » dit Babcock. « C'est un bras myoélectrique, cerveau contrôlé qui pèse le même poids que l'autre. » Sam, ils ont bientôt fini là-bas ? Peut-être. On va jeter un coup d'œil. Chérie, tu prépares un peu de café pour ces messieurs ? Naturellement. La petite femme virevolta et repartit par la porte ouverte. Le mur du fond était de verre, recouvert d'un rideau blanc translucide. Ils contournèrent l'angle. L'aile suivante était remplie de matériel médical et électronique, en partie encastré dans les murs, en partie monté sur des chariots. 4 hommes en veste blanche étaient groupés autour de ce qui ressemblait à une couchette d'astronaute. Chinescu pouvait distinguer une personne étendue dessus, les pieds dans des chaussures de cuir tressées avec des chaussettes froncées, un pantalon gris. Un murmure de voix. « Ce n'est pas encore fini ?» dit Babcock. « Ils doivent une fois de plus avoir trouvé quelque chose qui ne leur plaît pas. Sortons un moment dans le patio. » Je croyais qu'il l'avait inspecté hier soir, en procédant à l'échange de sang et ainsi de suite. Exact, dit Babcock. Mais on recommence le matin. Il se tourna et ouvrit la lourde porte de verre. Dehors, la terrasse était pavée de cailloux taillés, sous une tente en plastique vert, et les murs étaient de verre coloré. Ça et là, des bassins de ciment vide. On avait eu l'idée de lui faire ici un jardin suspendu avec de la verdure, mais il n'en a pas voulu. Nous avons dû enlever toutes les plantes et mettre du verre partout. Sam disposa des chaises métalliques autour d'une table blanche et ils s'assirent tous. « Comment va-t-il, Sam »
questionna Babcock. Celui-ci sourit en ébauchant une esquive de la tête. Il est plutôt de mauvaise humeur le matin. Il vous parle beaucoup? Il joue aux échecs? Pas trop. Il travaille surtout, il lit un peu. Il regarde un peu la télé. Son sourire était forcé. Ses gros doigts se nouaient en une crispation. Chinescu constata que les bouts de doigts d'une main étaient devenus plus foncés, les autres non. Il détourna la tête. « Vous venez de Washington, n'est-ce pas ?» demanda poliment Sam. « C'est la première fois que vous venez ? Ne bougez pas. » Il quitta sa chaise. Des silhouettes vagues passaient derrière la porte de verre couverte d'un rideau. On dirait qu'ils ont fini. Si vous voulez bien attendre une minute, messieurs, je vais m'en assurer. Il traversa la terrasse. Les deux hommes restèrent silencieux. Babcock avait abaissé son masque de chirurgie. Chinescu s'en aperçut et en fit autant. La femme de Sam pose un problème, dit Babcock en se penchant. L'idée semblait bonne au départ, mais elle se sent seule ici. Elle s'y déplaît. Pas d'enfant. La porte s'ouvrit et Sam réapparut. Il avait un masque, mais seulement passé autour du cou. « Messieurs, si vous voulez bien venir à présent ?» Dans la partie salon, la petite femme, portant également un masque au cou, versait du café avec un pot en céramique orné de fleurs. Elle avait un grand sourire, mais paraissait cependant malheureuse. En face d'elle était assis un homme de haute taille, en chemise et pantalon gris, adossé dans son fauteuil, les jambes étendues, les bras reposant sur ceux du siège, totalement immobile. Son visage avait quelque chose de bizarre. La haute silhouette tourna la tête et Chinescu éprouva un choc glacé en voyant que ce visage était en argent. Un masque de métal avec des fentes rectangulaires pour les yeux, pas de nez, ni de bouche, seulement des courbes fondues les unes dans les autres. « Le projet », dit une voix, inhumaine. Chinescu s'était à moitié levé de son siège, il se rassit. Tous le regardaient. La voix reprit. « Êtes-vous venu mettre un terme au projet ?» La voix était sans accent monocorde. « Voici votre café. » La femme poussait une tasse vers lui. Chinescu tendit le bras pour la prendre, mais sa main tremblait et il la retira. « Simple visite d'information, dit-il. Des cracks. Qui vous envoie? Le sénateur Hinkle? Exact. Des cracks. Il est déjà venu, ici lui-même. Pourquoi vous envoyer? Si vous devez tout arrêter, autant le dire. » Le visage derrière le masque ne bougeait pas quand la voix parlait. Elle ne paraissait pas en émaner. « Il fait une simple inspection, Jim, » dit Babcock. « 200 millions de dollars par an, » reprit la voix, « pour garder un seul homme en vie. Un peu imbécile, non? Allez-y, buvez votre café. » Chinescu se rendit compte que Sam et sa femme avaient déjà vidé leur tasse et mis leur masque en place. Il avala son café en toute hâte. L'invalidité à 100% à mon grade se monte à 30 000 dollars par an. Je pourrais facilement vivre avec cette somme pendant près d'1 heure et demie. Il n'est nullement envisagé de mettre fin au projet, affirma Chinescu, mais bien de l'étouffer progressivement. Est-ce que cette expression vous conviendrait? Allons, allons, Jim, dit Babcock. D'accord, j'ai grand tort. Que désirez-vous savoir? Chinescu but une gorgée de café. Il avait toujours les mains tremblantes. Ce masque que vous portez, commença-t-il. Ce n'est pas un sujet de discussion, pas de commentaire, pas d'observation, désolé. Ce n'est pas pour me montrer impoli. C'est une affaire personnelle. Demandez-moi autre chose. Sans avertissement, il se leva et hurla. « Ôtez-moi cette sale bête de là !» La tasse de la femme de Sam se brisa. Le fond de café se remplit sur la table. Un petit chien de couleur fauve était assis au milieu du tapis, incliné, les yeux brillants, la langue pendante. La table bascula pendant que la femme de Sam se débattait pour se lever. Elle avait le visage empourpré, ruisselant de larmes. Elle ramassa le chiot sans marquer de temps d'arrêt et s'enfuit avec. « Il vaut mieux que je la suive ?» dit Sam, en se levant. « Allez-y, Sam, et prenez un peu de détente. Emmenez-la voir un film. Oui, je crois que c'est une idée. » Il disparut derrière le rayonnage mobile.
La haute silhouette se rassit, remuant à la manière d'un homme. Elle s'adossa dans la même position que précédemment, les bras sur ceux du fauteuil. Elle était immobile. Les mains qui agrippaient le bois étaient bien formées et parfaites, mais irréelles. Les ongles avaient un aspect anormal. Les cheveux bruns bien coiffés au-dessus du masque étaient une perruque. Les oreilles étaient de plastique. Chinescu tritura nerveusement son masque chirurgical par-dessus sa bouche et son nez. « Je crois que je vais partir », dit-il en se levant. « Bonne idée, je voulais justement vous montrer la section prothèse », dit Babcock. « Jim, je serai de retour dans un moment, il faut que je vous parle. »« D'accord », dit la silhouette, immobile. Babcock avait pris une douche, mais la transpiration mettait déjà des cernes sous les bras de sa chemise. L'ascenseur silencieux, le tapis vert un peu filou. Cette année, du sang et de l'argent, 500 techniciens expérimentés, les sections psychologie, prothèse, radiologie, médecine, immunologie, fourniture, sérologie, administration, les portes de verre, l'appartement de Sam, désert, puisqu'il est parti en ville avec Irma. La section psychologie, du personnel qualifié, mais était-ce le meilleur? 3 des meilleurs avaient refusé, s'étaient enterrés dans les classeurs. Ce n'est pas comme une amputation courante, on a tout enlevé à cet homme. La haute silhouette n'avait pas bougé, Babcock s'assit. Le masque d'argent se tourna vers lui. « Jim, soyons francs, l'un envers l'autre. Ça va mal, hein? Oui, ça va mal. Je l'ai laissé dans sa chambre avec une bouteille. Je le reverrai avant son départ, mais Dieu sait ce qu'il va raconter à Washington. Écoutez, faites-moi plaisir, ôtez ce machin. » D'accord. La main se leva, saisit le bord du masque d'argent, le souleva. Par-dessous, un visage brun rosé, au nez bien façonné, aux lèvres modelées, avec des sourcils, des cils. Pas un beau visage, mais un visage agréable, normal, d'apparence. Seuls les yeux ne cadraient pas, avec leurs pupilles trop dilatées. Et aussi les lèvres, qui ne s'ouvraient ni ne bougeaient quand il parlait. Je pourrais bien tout ôter, mais qu'est-ce que ça prouverait? Jim, les techniciens ont passé 8 mois et demi sur ce modèle, et la première chose que vous faites, c'est de coller un masque par-dessus. Nous vous avons demandé ce qui ne vous plaisait pas. Nous avons offert de procéder à toutes les modifications que vous souhaitiez. Pas de commentaire. Vous parliez d'un étouffement progressif du projet. Vous plaisantiez. Un silence. Et je ne plaisantais pas. Très bien. Dans ce cas, parlez, Jim. Dites-moi ce qu'il en est. Il faut que je sache. Ils ne vont pas supprimer le projet. Ils vous maintiendront en vie, mais c'est tout. Ils sont 700 sur la liste des volontaires, y compris 2 sénateurs. Supposez qu'on retire l'un d'eux des débris d'une voiture demain. Nous ne pouvons pas attendre ce moment pour prendre une décision. C'est maintenant qu'il faut savoir si nous laisserons le prochain mourir ou si nous le placerons dans un corps artificiel comme le vôtre. Alors parlez-moi. Et supposez que je vous dise quelque chose, mais que ce ne soit pas la vérité. Mais pourquoi mentiriez-vous? Pourquoi ment-on aux malades du cancer? Je ne vous suis pas. Parlez, Jim. D'accord. Voyons. Ai-je l'air d'un homme à vos yeux? Naturellement. Des craques. Regardez ce visage. Calme, parfait. Derrière les iris artificiels, un éclat de métal. Imaginez que nous ayons résolu tous les autres problèmes et que je puisse aller demain en ville. Vous me voyez marcher dans les rues, entrer dans un bar, prendre un taxi? Et c'est tout? Babcock reprit sa respiration. Jim, bien sûr qu'il y a une différence, mais enfin, c'est comme toute autre prothèse. Les gens s'y habituent. Regardez le bras de Sam, vous le remarquez, mais au bout d'un moment, vous l'oubliez. Vous n'y faites plus attention. Des craques. On fait semblant de ne pas le remarquer pour ne pas embarrasser l'infirme. Babcock baissa les yeux sur ses mains jointes. Vous vous apitoyez sur vous. Ne prenez pas ce ton-là, rugit la voix. La haute silhouette se mit debout. Les mains se levèrent lentement, les poings crispés. Je suis en plein dans le coup.
Il y a 2 ans que j'y suis. J'y suis quand je m'endors et quand je me réveille, j'y suis encore. Babcock leva les yeux sur lui. Qu'est-ce que vous désirez, la mobilité du visage ? Donnez-nous 20 ans, 10 ans peut-être, et nous y arriverons. Je veux que vous arrêtiez les frais. Mais c'est... Écoutez donc, le premier modèle ressemblait à un mannequin du tailleur. Alors vous avez travaillé 8 mois pour aboutir à celui-ci, et il ressemble à un cadavre. Toute l'idée tendait à me faire ressembler à un homme, le premier modèle assez bon, le second meilleur, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui puisse fumer le cigare, plaisanter avec les femmes, jouer aux boules, le tout sans que personne remarque la différence. Mais vous ne pouvez pas réussir, et même si vous réussissiez, à quoi bon ? Je ne vois pas ce que... Enfin, où voulez-vous en venir ? Vous préféreriez du métal ? Du métal, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Je vous parle de forme fonctionnelle. Attendez un instant. La grande silhouette traversa la pièce, ouvrit un classeur et revint avec des rouleaux de papier. Regardez ça. Le dessin montrait une boîte de métal allongée, montée sur 4 pieds articulés. D'une extrémité sortait une petite tête en forme de champignon sur une tige à rotule et un bouquet de bras s'achevant par des sondes, des forêts, des pinces. Pour les prospections sur la Lune. « Trop de membres, dit Babcock, après examen. Comment feriez-vous pour ? Avec les nerfs faciaux, il en reste des quantités disponibles, ou ceci. Un autre dessin. Un module implanté dans le système de commande d'un vaisseau spatial. C'est là qu'est ma place, dans l'espace. Un environnement stérile, une faible gravité. Je peux aller où n'irait pas un homme et faire ce qu'un homme ne ferait pas. Je peux représenter un avantage au lieu d'une perte s'élevant à $1 milliard. Babcock se frotta les yeux. Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ? Vous étiez tous emballés par les prothèses. Vous m'auriez rembarré. Les mains de Babcock tremblaient pendant qu'il roulait les dessins. Eh bien, ça va peut-être convenir. Ce n'est pas impossible. Il se leva et se tourna vers la porte. Gardez votre... Il toussota. Je veux dire votre courage, Jim. J'en aurai. Quand il fut seul, il remit son masque et resta un instant immobile, les paupières closes. En lui, tout marchait proprement et en douceur. Il sentait le frémissement faible mais rassurant des pompes, le cliquetis des soupapes et des relais. Ils lui avaient donné au moins une chose. Ils avaient éliminé les déchets en mettant à la place un mécanisme qui ne saignait pas, ne suintait pas, ne suppurait pas. Il songea à ce qu'il avait dit à Babcock. Pourquoi ment-on aux malades du cancer ? Mais il ne comprendrait jamais, jamais il ne pourrait savoir. Il s'assit à la table à dessin, y épingla une feuille de papier, prit un crayon et commença à faire un croquis du prospecteur lunaire. Quand il eut tracé l'appareil, il entreprit de dessiner le paysage des cratères. Son crayon ralentit son mouvement, puis s'immobilisa. Il le reposa, sans douceur. Plus de glandes surrénales pour lui envoyer de l'adrénaline dans le sang, donc il ne pouvait plus éprouver ni peur, ni fureur. Il l'avait libéré de tout cela, l'amour, la haine, tout le fatras des sentiments. Mais ils avaient oublié qu'il existait encore une émotion qu'il pouvait ressentir. Chinescu, avec les soies noires de sa barbe perçant sa peau huileuse, un bouton blanc mûr à point dans le creux de l'angle de sa narine, le paysage de la lune propre et froid. Il reprit son crayon. Babcock, avec son gros nez rose luisant de graisse, des croûtes blanches au coin des yeux, des débris d'aliments mâchés entre les dents. La femme de Sam, avec du rouge framboise sur les lèvres, le visage taché de larmes, une goutte brillante au bord d'une narine, et la saleté de chien, sa truffe luisante, ses yeux humides. Il se tourna. Le chien était assis là, assis sur le tapis, sa langue rouge pendante. Ils ont encore laissé la porte ouverte. Et baveuse, remuant la queue, en commençant à se dresser. Il saisit le thé de métal,
se pencha en arrière, le balança comme une hache. Le chien ne poussa qu'un cri quand le métal lui trancha les os. Un de ses yeux crachait du rouge. L'animal se tordait sur le dos. Il y avait une tache sombre d'urine sur le tapis, et il le frappa de nouveau, le frappa encore. Le corps gisait sur le tapis, convulsé, maculé de sang, les lèvres noires découvrant les crocs. Il essuya le thé avec une serviette en papier, le lava dans l'évier avec du savon et une éponge métallique, puis le sécha et l'accrocha. Il prit une feuille de papier calque, la posa sur le plancher, y fit rouler le corps sans répandre de sang sur le tapis. Il souleva le corps dans le papier, l'emporta dans le patio, puis dans la partie découverte de la terrasse en poussant les portes de l'épaule. Il regarda par-dessus les parapets. 2 étages plus bas, un toit de béton avec des prises d'air, personne pour le voir. Il tint le chien au-dessus du vide, le fit glisser du papier en une chute tournoyante. L'animal heurta un des conduits d'aération, rebondit comme une grosse tache rouge. Il ramena le papier à l'intérieur, versa le sang dans l'évier, jeta le papier dans le vide-ordure. Il y avait des éclaboussures de sang sur le tapis, sur le pied de la table à dessin, sur le classeur, sur les jambes de son pantalon. Il épongea tout cela avec des serviettes en papier et de l'eau chaude. Il ôta ses vêtements, les examina attentivement, les rinça dans l'évier, puis les mit dans la machine à laver. Il nettoya l'évier, se frotta de désinfectant et se rhabilla. Il passa dans l'appartement silencieux de Sam, refermant la porte de verre derrière lui. Il passa devant le philodendron en pot, devant le mobilier trop rembourré, devant la peinture rouge et jaune accrochée au mur, puis sur la terrasse, laissant la porte entr'ouverte. Il revint ensuite par le patio en refermant les portes. Tant pis, pourquoi pas de poisson rouge pour changer? Il s'assit à la table à dessin. En lui, tout marchait proprement et en douceur. Le rêve du matin même lui revint à l'esprit, le dernier tandis qu'il luttait pour échapper au sommeil. Des reins visqueux, des poumons éclatés du sang et des poils, des boyaux couverts de graisse jaune suintante et odieux la puanteur comme des relents de fausse d'aisance. Aucun bruit nulle part. Il lâchait un flot jaune contre la paroi de la fosse à fumier et il entreprit de repasser son dessin à l'encre, d'abord avec une fine plume d'acier, puis avec un pinceau de nylon. Son talon glissait et il tombait. Il ne pouvait s'arrêter de tomber dans une masse molle et vaseuse, plus haute que son menton, et il ne pouvait bouger, et il voulait crier. Le prospecteur escaladait le flanc d'un cratère. Ses membres de manipulation rentraient, sa tête redressée. Derrière lui, l'horizon, le ciel noir, les points d'or des étoiles. Il était là, et ce n'était pas assez loin, pas encore, car la terre était accrochée au-dessus de lui comme un fruit pourri, bleui de moisissure, fripé, purulent et vivant. Masque est une nouvelle de Damon Knight, extraite du recueil Espace inhabitable, publié aux éditions Casterman. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.